J'étais au milieu de ma réunion Zoom matinale lorsque le message de Kevin a clignoté en haut de l'écran de mon téléphone. Je n'ai presque pas vérifié. J'ai pensé que c'était juste un autre mème familial ou l'une de ces blagues stupides typiques, mais ensuite j'ai vu les mots « ATM » et « 3000 $, et quelque chose m'a fait m'arrêter au milieu d'une phrase. Le message avait été envoyé à notre groupe de discussion familiale, celui avec moi, Kevin et nos parents, mais le contenu ne correspondait pas au ton. Au début, je pensais que c'était une erreur. Peut-être qu'il avait l'intention de l'envoyer à quelqu'un d'autre. Mais quand j'ai ouvert le fil, mon sang s'est glacé. Le guichet automatique vient de déposer 3000 $ supplémentaires, on lui dit que les médicaments de son père ont encore augmenté, elle n'a même pas cligné des yeux. LMFAO. Puis un autre message est arrivé. Celui-ci de ma mère. Je viens enfin d'acheter les clubs. Il va flipper quand elle découvrira qu'elle les a payés. MDR. Je ne pouvais pas respirer. Mes mains tremblaient alors que je regardais l'écran. Avant même que je puisse comprendre ce que je voyais, Kevin a essayé de supprimer le message, mais il était trop tard. Je l'avais déjà vu. Et puis, comme si le destin voulait déchirer complètement le rideau, il a accidentellement envoyé une capture d'écran d'une conversation complètement différente. C'était un fil conducteur entre lui et nos parents, un fil que je n'étais jamais censé voir. C'est à ce moment-là que j'ai vu la vérité. Il ne plaisantait pas seulement sur moi, il planifiait des choses dans mon dos. J'ai lu chaque mot, chaque émoji de réaction riante, chaque fois qu'ils m'appelaient non pas leur fille ou leur sœur, mais, le fond, le plan de secours, ou le plus souvent, le guichet automatique familial. Je leur envoyais de l'argent tous les mois depuis 5 ans, 3000 $ sans faute. Parfois davantage, lorsque des urgences se présentaient, un toit qui fuyait, une chirurgie dentaire, une hausse du coût des médicaments. Il y avait toujours quelque chose d'urgent et je ne l'ai jamais remis en question parce que j'aime mes parents. Parce que je croyais qu'il fallait prendre soin de sa famille. Parce qu'ils m'ont élevé pour être responsable, indépendant et financièrement intelligent. Et ils ont dit que ce n'était rien de tout cela, alors j'avais l'impression que je leur devais cela. Ce que je ne savais pas, c'est que, alors que je travaillais 60 heures par semaine à la tête de mon cabinet de conseil en marketing, que je sautais des vacances et portais les 3 mêmes tenues professionnelles pour étirer mon budget, ils se moquaient de la facilité avec laquelle il était possible de profiter de moi. Dans un message, mon père a écrit « Dites-lui que le four s'est encore cassé. Celui-là l'attrape toujours. » Ma mère a répondu « N'oubliez pas de rendre votre voix encore plus triste lorsque vous appelez. » Elle se couche plus vite de cette façon. Kevin est intervenu, une fois que je lui ai fait signer les documents de refinancement, je verse un acompte sur le Tao. Je suis resté assis en silence, la réunion se déroulant toujours sur mon ordinateur portable. Mon client se demandait probablement pourquoi je m'étais arrêté au milieu d'une phrase. Je m'en fichais. Je m'en fichais. Je regardais les 5 dernières années de ma vie s'effondrer en temps réel. Je pensais que je les aidais à survivre. Je pensais que je les protégeais. Mais je n'étais pas leur fille. J'étais leur stratégie commerciale. J'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la cuisine, ayant besoin de bouger, de faire quelque chose avant d'exploser. La pluie d'avril frappait doucement contre les fenêtres, un son doux qui paraissait soudain moqueur. Mon corps tout entier bourdonnait de rage et de trahison. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était à quel point ils étaient calculés. Comme ils étaient décontractés. Comment il n'y avait même pas la moindre once de culpabilité dans leurs mots. C'étaient des gens avec qui j'ai grandi, des gens qui m'ont élevé, et maintenant ils essayaient de me saigner à blanc dans mon dos, tout en me souriant en face. J'ai pris mon téléphone, j'ai parcouru à nouveau le fil de discussion et j'ai relu les messages. Dans l'un d'eux, ma mère avait même écrit « Elle nous fait trop confiance. Il faut que nous fassions signer ces documents avant qu'elle ne commence à poser des questions. » Des documents que je ne voulais même pas encore connaître. Pas avant d'avoir quelqu'un avec moi, quelqu'un qui pourrait m'aider à penser clairement. J'ai cliqué sur mes contacts et j'ai fait défiler jusqu'à Megan Lann, avocate, ma meilleure amie depuis la première année d'université. Elle décrocha à la 2e sonnerie. « Megan, dis-je, ma voix plus calme que ce à quoi je m'attendais. J'ai besoin de savoir comment protéger ma maison. Je pense que ma famille essaie de me la voler. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je venais juste de finir. Quelque chose en moi s'était brisé, mais pas d'une manière émotionnelle désordonnée. D'une manière propre et chirurgicale. Comme un couteau.
S'il pensait que j'étais facile à utiliser auparavant, il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Megan m'a rencontré à son bureau avant son ouverture officielle. Elle n'a pas posé de questions lorsque je lui ai envoyé un texto à 6h43 avec les mots « Une famille d'urgence a besoin d'aide, la maison pourrait être en danger ». C'est l'avantage d'avoir une meilleure amie qui se trouve également être l'une des avocates spécialisées en succession les plus pointues du Colorado, elle sait quand parler et quand simplement vous tendre une tasse de café et consulter votre dossier. Je me suis assis en face d'elle à la longue table de conférence en acajou, le téléphone toujours à la main, la conversation familiale ouverte sur l'écran comme une blessure que je ne pouvais m'empêcher de toucher. Elle lut silencieusement pendant quelques minutes, son expression se durcissant à mesure qu'elle parcourait la page. Lorsqu'elle leva les yeux, elle ne parla pas tout de suite. Au lieu de cela, elle a ouvert un bloc-notes juridique et a cliqué sur son stylo. « D'accord, dit-elle finalement, prenons les choses par le haut. Que possédez-vous, qu'est-ce qui est à votre nom et quel accès ont-ils eu à quoi que ce soit de financier au cours des 12 derniers mois ?» J'ai répondu à tout aussi méthodiquement que possible, même si ma voix a tremblé plus d'une fois. La maison m'appartenait entièrement, achetée il y a 3 ans, entièrement remboursée grâce à un gros contrat client et de nombreuses nuits blanches. Pas d'hypothèque, juste des impôts fonciers et une assurance, tous deux en paiement automatique, sans cosignataire. Mais il y a 6 mois, j'ai laissé Kevin emprunter mon ancien ordinateur portable lorsque le sien est tombé en panne pendant ses cours de fin d'études. J'avais oublié qu'il avait enregistré les connexions sur ma Dropbox, qui comprenait des numérisations de documents financiers, des contrats juridiques et même un formulaire de procuration vierge que j'avais téléchargé mais que je n'avais jamais utilisé. Ce formulaire fit réfléchir Megan. « Est-ce que c'est signé ?» demanda-t-elle brusquement. « Pas par moi, répondis-je. C'était juste un modèle vierge. Mais c'est à ce moment-là que je me suis souvenu de quelque chose qui m'a fait mal au ventre. Il y a 2 semaines, maman était venue à la maison avec des papiers. Elle a dit qu'il s'agissait d'impôts et de refinancement de son propre régime d'assurance. Elle m'a demandé de signer quelque chose au cas où elle aurait besoin de mon aide pour l'accès numérique. Je ne l'avais pas lu. C'était un moment rapide et décontracté dans ma cuisine. Elle souriait, nous prenions le thé. Elle m'a distrait avec une histoire sur son médecin et je l'ai signé. La voix de Megan traversa le souvenir. « Jordan, tu dois trouver ce document maintenant. » Ce n'est peut-être pas ce qu'elle a dit. Je suis rentré chez moi comme si ma voiture était en pilote automatique. Le document était toujours dans le tiroir à déchets de la cuisine, là où je l'avais laissé. Cela semblait inoffensif au premier abord, formatage légal standard, cachet de notaire en bas. Mais lorsque Megan l'a examiné, sa mâchoire s'est serrée. « Il ne s'agit pas d'assurance, dit-elle catégoriquement. Il s'agit d'une procuration limitée, donnant à votre mère et à votre frère le pouvoir conjoint d'agir en votre nom en matière immobilière. Elle est datée, signée et notariée. J'avais l'impression que le sol tombait sous moi. Elle a dit que c'était pour accéder à son compte. Megan n'a pas levé les yeux. Ce n'était pas une erreur. C'était prévu. Et c'est valable à moins que nous ne le révoquions aujourd'hui. Le reste de la matinée fut un flou de dossier. Nous avons soumis une révocation immédiate de la procuration, informé le bureau du registraire du comté et signalé toute activité immobilière sur ma propriété au cours des 30 prochains jours. Megan m'a demandé de déposer un affidavit déclarant que la signature originale avait été obtenue sous de faux prétextes. Elle bougea rapidement, comme elle l'avait déjà fait auparavant. Nous avons de la chance qu'il ne l'ait pas encore utilisé, marmonna-t-elle. Mais s'il parlait déjà à un notaire et à un agent immobilier comme le suggèrent ces textes, ce n'était qu'une question de temps. J'étais assis là, les bras croisés, avec l'impression d'être entré dans la vie de quelqu'un d'autre. Cela ne semblait pas réel, ma propre famille avait orchestré quelque chose d'aussi calculé. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Il s'agissait d'une fraude, d'une tromperie, d'un abus d'identité. Et pourtant, une partie de moi voulait croire que ce n'était pas aussi grave qu'il y paraissait. Peut-être que Kevin ne comprenait pas ce qu'il faisait. Que ma mère s'était laissée emporter. Mais cet espoir s'est brisé lorsque j'ai reçu un appel d'une agence immobilière cet après-midi-là. Une femme nommée Lisa s'est présentée poliment, puis a déclaré qu'elle ne faisait que donner suite à l'annonce. J'ai gardé ma voix égale. Quelle liste ? Il y eut une pause. Celui de votre propriété sur Edgewater Drive. Kevin Wright a dit que vous étiez hors de la ville et nous a demandé de préparer des documents préliminaires. Il a dit que vous seriez de retour la semaine prochaine et que vous signeriez à ce moment-là.
Il a même apporté une copie de votre signature jeudi dernier pour comparaison. Je l'ai remercié pour son temps et j'ai raccroché. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Mais le silence qui suivit fut terrifiant par son poids. Ils bougeaient déjà. Ils utilisaient déjà mon nom. Ils étaient tellement sûrs que je ne le saurais pas. Message vocal à Megan. J'ai ajouté l'agence à la lettre de cessation et d'abstention qu'elle avait déjà commencé à rédiger. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rassembler tout ce que je pouvais, des emails, des virements bancaires, des SMS, des mémos vocaux et même une photo du PO à signer. J'ai tout imprimé et je l'ai placé dans un classeur noir, en étiquetant la couverture avec un charpie rouge épais, affaire de fraude familiale. Cette nuit-là, alors que le ciel s'assombrissait au-dessus de Denver, je me suis assis seul dans mon salon, regardant ma photo d'enfance sur la cheminée. Kevin et moi au zoo, de la barbe à papa dans les mains, notre mère derrière nous, souriant comme si elle n'avait jamais fait de mal à personne. Je me demandais si cette version d'elle avait déjà existé ou si la femme à qui j'avais affaire maintenant s'était toujours cachée sous cette gentillesse. J'ai vérifié mes emails une dernière fois avant de me coucher. Megan avait déjà programmé une consultation avec un examinateur médico-légal. Elle voulait vérifier si d'autres formulaires avaient été falsifiés. Elle a également recommandé d'installer un système de sécurité et de signaler mon crédit en cas d'activité inhabituelle. Le kicker ? J'avais déjà trouvé une enquête de crédit sérieuse sur mon rapport Experian déposé il y a 2 jours sous le nom de Kevin. Ils ne se préparaient pas seulement à me voler, ils avaient déjà commencé. J'ai éteint les lumières, verrouillé toutes les portes et suis resté longtemps assis dans le noir. Je n'avais plus seulement affaire à des membres avides de ma famille. J'avais affaire à des criminels, et demain, je commencerai à m'assurer qu'ils paieraient pour chacun de leurs gestes. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message vocal de mon père. Sa voix était calme, trop mesurée au le genre de ton qu'il utilisait lorsqu'il essayait de paraître raisonnable mais qu'il voulait en réalité manipuler le résultat. Jordan, chéri, dit-il, nous devons parler de ce comportement. Tu es émotif, et je comprends, l'argent peut faire ça aux gens. Mais ce n'est qu'un malentendu. Dis non en famille. J'ai regardé mon téléphone, écoutant le message 2 fois. Pas une seule fois il n'a nié ce qu'il faisait. Pas une seule fois il n'a évoqué la fausse annonce immobilière, la procuration, l'exploitation de mes finances au cours des 5 dernières années. Juste que j'étais émotif. C'était risible si cela n'avait pas été aussi insultant. J'ai supprimé le message vocal et me suis habillé en silence. Aujourd'hui, je n'allais pas travailler. J'allais au bureau du greffier du comté. Le nom de l'employé était Henry, un homme à la voix douce et portant des lunettes qui lui glissaient constamment sur le nez. Il a eu l'air surpris lorsque je lui ai remis une demande écrite l'invitant à retirer tout dossier immobilier public ou toute enquête liée à ma propriété au cours des 60 derniers jours. Pendant que j'attendais, j'ai tapoté mes doigts contre le comptoir en marbre, pensant à tous les signes que j'avais manqués, la façon dont maman écartait toujours mes questions sur leurs finances, comment Kevin n'arrêtait pas de me suggérer de confier la maison et de le laisser l'aider à la gérer. Comment ils insistaient sur le fait que j'étais surmené et que je devais déléguer davantage. Tout avait été calculé. Chaque geste de soin avait été une manière de me rapprocher de mes atouts. Henry revint avec une fine enveloppe Kraft. Cela a été déposé il y a 4 jours, a-t-il déclaré en me tendant un document sur lequel mon nom était soigneusement écrit en haut. Intention de vendre, autorisation préliminaire. En dessous, il y avait une signature ma signature ou du moins un sacrément faux. Mes genoux ont presque fléchi. J'ai agrippé le bord du comptoir pour me stabiliser. C'était une chose de planifier, de parler dans des discussions de groupe, de plaisanter, de faire des allusions et de manipuler, mais ça, c'était réel. Ils étaient entrés en territoire criminel. Ils avaient soumis de faux documents utilisant mon nom et mon identité. Il ne s'agissait pas seulement d'une fraude, mais d'un vol d'identité. J'ai remercié Henry, demandé des copies certifiées conformes des documents et les ai apportées directement au bureau de Megan. Elle feuilleta les pages en silence, le visage tendu. D'accord, a-t-elle dit, nous déposons un rapport de police aujourd'hui. Elle a appelé un détective qu'elle connaissait à la Denver Financial Crime Uni et a organisé une réunion. Je n'avais pas réalisé à quel point tout était devenu sérieux jusqu'à ce que je sois assis dans ce bureau stérile, expliquant à un inconnu comment ma propre famille essayait de vendre ma maison dans mon dos. La détective, une femme nommée Collins, écoutait sans l'interrompre. Quand j'ai fini, elle a hoché la tête. Vous avez bien fait de tout documenter, a-t-elle déclaré.
Il ne s'agit pas seulement d'un abus financier. Il s'agit d'une fraude immobilière et d'une tentative d'usurpation d'identité. Cela répond au seuil des accusations criminelles. Elle a demandé des copies des messages, de la fausse liste, du POA et de la fausse signature. Je lui ai tout donné. De retour chez moi, j'ai installé un système de caméra Ring à chaque entrée, verrouillé mon crédit auprès des 3 bureaux et gelé le compte courant que j'utilisais pour les virements vers mes parents. Ce soir-là, les appels ont commencé. D'abord Kevin, puis maman, puis encore papa. Je n'ai pas répondu. Je les ai laissés accéder à la messagerie vocale. Certains étaient calmes, d'autres frénétiques. L'une des mères sanglotait, disant que je déchirais la famille et que je laissais des étrangers m'empoisonner. Mais le message qui m'a vraiment fait m'asseoir venait de Kevin. « Vous faites une énorme erreur », a-t-il déclaré. « Vous pensez que vous gagnez en nous coupant la route ? Vous pensez que nous ne pouvons pas survivre sans votre argent ? Nous trouverons un autre moyen, mais n'oubliez pas, nous savons aussi des choses sur vous. Faites attention jusqu'où vous allez. » Ce n'était pas seulement de l'éclairage au gaz, c'était une menace. L'implication restait dans l'air comme un poison. Pendant des années, j'ai fait confiance à Kevin pour accéder à mon Wi-Fi, à mes appareils et même à mon appartement lorsqu'il avait besoin d'espace. Que voulait-il dire par « nous savons des choses » ? Qu'avait-il copié, sauvegardé, volé ? J'ai transmis le message vocal à Megan et le lendemain, elle avait envoyé une lettre de cessation et d'abstention à Kevin et à mes parents, révoquant officiellement tous les accords précédents et avertissant des poursuites judiciaires en cours s'ils continuaient à interférer avec ma propriété, mes finances ou mes affaires personnelles. Mais les dégâts s'étaient déjà étendus. Cette semaine-là, j'ai commencé à recevoir des appels étranges d'entreprises dont je n'avais jamais entendu parler, des prêteurs hypothécaires, des conseillers financiers, une SARL sommaire offrant des options de liquidité rapide pour la planification successorale. Mon nom était là-bas. Il me faisait du shopping. Je suis passé en mode de verrouillage complet, parcourir chaque compte, changer les mots de passe, activer l'authentification à 2 facteurs, alerter mon directeur de banque, qui m'a proposé de déplacer mes comptes vers un niveau de protection contre la fraude signalée. J'ai même changé les serrures de ma maison. Puis vint la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Un coursier est arrivé à ma porte avec une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre légale intitulée « Avis d'intention de quitter la propriété en raison d'une procédure d'homologation ». J'étais abasourdi. Je n'étais pas mort. Je n'étais soumis à aucune procédure d'homologation, mais quelqu'un avait déposé des documents suggérant que j'étais médicalement inapte à gérer mes affaires et qu'une requête en tutelle avait été déposée en mon nom. Mon cœur battit dans ma poitrine. J'ai appelé Megan en panique. Elle a jeté un coup d'œil aux documents numérisés et a déclaré « Ils essaient de vous déclarer incompétent. » Ils intensifiaient tout cela. Cela avait du sens maintenant. C'était leur dernière pièce. S'ils ne pouvaient pas me tromper pour que je signe, s'ils ne pouvaient pas vendre la maison dans mon dos, ils essaieraient de prendre le contrôle légal en me décrivant comme instable. Les mêmes migraines dont j'avais parlé honnêtement pendant des années, celles qui m'avaient amené aux urgences 2 fois l'année dernière, étaient maintenant transformées en preuves. Megan a agi vite. Elle a intenté une action en justice et programmé une évaluation indépendante pour anticiper toute demande de tutelle. Nous avons également envoyé une demande formelle au tribunal des successions, exigeant de savoir qui avait initié le processus de tutelle. Le nom sur la demande ? Kevin Wright. Déposé il y a 2 jours. J'ai passé cette nuit à arpenter mon salon, incapable de dormir, à lire chaque email, chaque texte, chaque souvenir d'avant en arrière. Il le faisait vraiment. Ma famille essayait de m'effacer légalement, financièrement et personnellement. Ils avaient utilisé l'amour, la confiance et mes propres antécédents médicaux comme une arme contre moi. Mais maintenant, c'était mon tour. Ils étaient allés trop loin. Ce n'était plus un drame familial, c'était la guerre. Et je n'avais plus peur d'eux. J'étais en colère. Et la colère, entre les mains de quelqu'un comme moi ou quelqu'un qui documente tout, qui construit des systèmes pour gagner sa vie, qui sait exactement comment se déplacer en silence jusqu'à ce qu'il soit temps de frapper. Ce genre de colère n'est pas bruyant, c'est stratégique. Ils voulaient voler tout ce que j'avais construit. Maintenant, j'allais m'assurer qu'ils perdent tout ce qu'ils avaient parié pour l'acquérir. Le matin après avoir déposé la demande de contestation auprès du tribunal des successions, je me suis retrouvé debout au milieu de mon salon, entouré de piles de documents imprimés, de clés USB et de dossiers en papier cartonné étiquetés. Je n'avais pas dormi plus de 3 heures et ça se voyait. Mes yeux étaient injectés de sang,
mes pensées dispersées mais vives. La peur s'était dissipée, le choc s'était calmé. Tout ce qui restait était une sorte de concentration froide et chirurgicale dont je ne savais même pas que j'étais capable. Je n'allais plus me défendre. J'allais passer à l'offensive. Ils voulaient me pousser dans mes retranchements, m'isoler, me discréditer et prendre le contrôle de tout ce que je possédais. Mais ils avaient commis une erreur fatale, ils avaient sous-estimé jusqu'où j'irais si quelqu'un essayait de détruire ma vie. J'ai commencé avec mon assurance maladie. Il y a 2 ans, j'avais ajouté mes parents comme personne à charge à ma police privée. À l'époque, cela semblait être la bonne chose à faire. Ils approchaient de l'âge de la retraite, toujours vagues sur leur couverture, laissant toujours entendre qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'acheter des médicaments, alors je les ai ajoutés. J'ai même proposé de couvrir les copaiements. Je pensais que j'étais généreux. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que je leur donnais un avantage, accès à la documentation, contact avec les représentants des assurances et, plus important encore, accès à mon propre dossier médical. J'ai appelé le fournisseur ce matin-là et demandé un audit complet des journaux d'accès et des personnes à charge. Le représentant s'est montré sympathique et, après avoir vérifié mon identité, a confirmé que non seulement ma mère avait appelé à plusieurs reprises au sujet de sa couverture, mais qu'elle s'était également renseignée sur mes ordonnances personnelles et mes antécédents médicaux. Utiliser des déclarations vagues comme « c'est ma fille, elle m'a demandé de l'appeler, elle a des migraines et des problèmes de mémoire ». J'ai senti le sang s'écouler de mon visage. Cela faisait plus d'1 an qu'ils préparaient le terrain pour la plainte pour incompétence. Je les ai immédiatement retirés de mon contrat, invoquant une séparation financière et un comportement frauduleux. Le représentant a déclaré qu'il recevrait un avis dans les 30 jours. Je m'en fichais. Qu'il soit choqué, qu'il se démène. Puis je suis passé à mon assurance vie. Lorsque j'ai créé la police pour la première fois, j'avais désigné mes parents et Kevin comme principaux bénéficiaires, en supposant, comme toute personne raisonnable, qu'ils seraient ceux qui géreraient les choses si quelque chose m'arrivait. Mais maintenant, l'idée qu'ils récupèrent quelque chose de ma mort était nauséabonde. J'ai ouvert le portail numérique et effectué le changement, en supprimant les 3 noms et en les remplaçant par une organisation à but non lucratif basée à Denver qui fournissait une aide juridique d'urgence aux femmes victimes de violences financières au sein de leur famille. J'ai fait une pause un instant avant de cliquer sur enregistrer. Cela semblait symbolique, la boucle était bouclée, depuis le fait d'être victime d'une manipulation jusqu'à s'assurer que quelqu'un d'autre avait les outils pour la combattre. La page s'est actualisée, les modifications ont été verrouillées et une autre porte s'est fermée. Après cela, j'ai commencé à préparer une déclaration personnelle, que j'avais l'intention d'envoyer au tribunal des successions, à l'unité des crimes financiers et à tous les représentants légaux liés à l'enquête. Il ne s'agissait pas seulement de raconter ma version de l'histoire, il s'agissait d'établir une chronologie si détaillée, si hermétique, qu'il n'y aurait pas de place pour ma famille pour déformer le récit. J'ai inclus tous les paiements que je leur avais versés au cours des 5 dernières années, $3000 par mois plus les extras. Je les ventilais ligne par ligne, dépense par dépense. J'ai joint des relevés bancaires, des reçus Venmo, des confirmations par courrier électronique et même des cartes de remerciement manuscrites qu'ils m'avaient envoyées après des transferts particulièrement importants, me remerciant d'être responsable et de porter la famille. J'ai écrit sur la fausse annonce immobilière, la fausse signature, la tentative de tutelle, et j'ai même inclus une transcription du message vocal laissé par Kevin, menaçant de m'exposer. Ensuite, j'ai ajouté le contexte, comment je les avais soutenus lors de perte d'emploi, aider Kevin avec ses prêts étudiants, co-signer pour une voiture une fois alors qu'il ne pouvait pas obtenir de financement. Je me suis assuré que chaque décision que j'avais prise en leur faveur était documentée. Ma gentillesse n'allait pas servir de preuve d'incompétence. Cela allait être la preuve que j'étais leur cible. Plus tard dans l'après-midi, Megan a appelé pour faire le point. L'examinateur médico-légal avait confirmé que la signature sur le formulaire d'intention de vente n'était sans aucun doute pas la mienne. Les traits étaient incohérents, la pression était faible et la forme des lettres ne correspondait à aucun échantillon connu. Cela suffisait à lui seul à déclencher une saisine pénale. Mais ce qui a aggravé la situation, c'est la signature notariée qu'ils avaient utilisée, un notaire mobile que Kevin a trouvé sur Craigslist et probablement payé au noir. Megan traquait déjà la personne. Nous construisions un dossier, brique par brique, et chaque brique était un mensonge qu'ils avaient raconté, un geste qu'ils avaient fait en pensant que j'étais trop aveugle, trop loyal ou trop faible pour le remarquer. Le point de bascule est survenu ce soir-là lorsque j'ai reçu un message d'une amie d'enfance, Lena. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus d'1 an, mais le message était simple, et,
Je voulais juste que tu saches que ta mère disait aux gens que tu étais malade, par exemple mentalement. Elle a dit que tu n'allais pas bien et que tu aurais peut-être besoin d'aide. Je ne la croyais pas, mais c'était bizarre. J'ai regardé mon téléphone, abasourdi. C'est ainsi qu'ils envisageaient de soutenir la tutelle, ils semaient l'idée dans la communauté, me présentant comme instable, irrationnel, inapte, tout en me souriant pendant les dîners de vacances et en m'envoyant des SMS pour me remercier du paiement du loyer. C'était tellement méthodique que ça ne semblait presque pas personnel. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu de toutes les fois où ils faisaient des blagues sur mes migraines, sur mon oubli ou ma sensibilité ces derniers temps. Ils plantaient des graines depuis des années. J'ai rappelé Megan. Nous poursuivons, dis-je. Je ne me contente pas de porter plainte au pénal. Je veux la responsabilité civile, la diffamation, la détresse émotionnelle, l'exploitation, tout. Il y a eu une pause sur la ligne. Puis sa voix, calme, ferme, fière, bien. Enterrons-les. À la fin de la semaine, nous avions déposé une plainte complète auprès de l'unité de lutte contre la criminalité financière, du tribunal des successions du comté et une action civile désignant Kevin et mes parents comme co-accusés dans une affaire de fraude immobilière, de tentative d'usurpation d'identité et de diffamation malveillante. Megan m'a conseillé d'être prêt à subir des représailles, à ce qu'ils me décrivent comme vengeurs, dramatiques et amers. Je m'en fichais. Laissez-les essayer. Pour la première fois de ma vie, je n'essayais pas de les protéger. Je me protégeais et j'étais prêt à le faire légalement, minutieusement et sans pitié. Il y a eu une déclaration concernant une conversation qu'ils ont eue lors d'une fête du personnel. Apparemment, Kevin s'était vanté d'avoir bientôt repris la maison et d'avoir enfin obtenu ce qu'il méritait. Nous l'avons ajouté au dossier, mais ce qui a le plus frappé est survenu quelques jours plus tard lorsque l'avocat de mes parents a envoyé à Megan une lettre demandant une médiation privée. Dans ce document, ils affirmaient que j'agissais par instabilité émotionnelle, que j'avais mal compris les intentions familiales et qu'une résolution pacifique profiterait à tout le monde. Megan m'a regardé après l'avoir lu et a haussé un sourcil. Une résolution pacifique ? Dit-elle en fermant la lettre. C'est un code car nous savons que nous sommes foutus, et nous essayons de le faire disparaître tranquillement. Je n'ai même pas hésité. Pas de médiation, dis-je. Ils n'étaient pas intéressés par la paix lorsqu'ils ont forgé mon nom. Ils n'étaient pas pacifiques lorsqu'ils ont dit à la communauté que j'étais mentalement instable. Maintenant, ils veulent la paix ? Ils obtiendront le silence lorsque le juge clôturera l'affaire et leur rendra un verdict. Nous avons continué à construire le dossier avec une précision méthodique. Megan a fait appel à un enquêteur financier pour déterminer comment l'argent que j'avais envoyé au fil des ans avait été utilisé. Les résultats étaient exaspérants mais pas surprenants. Des milliers de personnes avaient fait des achats non essentiels, voyages, articles de créateurs, équipements de golf et même des acomptes sur des investissements spéculatifs que Kevin avait fait avec des amis. Mes parents ne comptaient pas seulement sur moi pour survivre. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens tout en vidant les miens. Ce n'était pas du soutien, c'était un vol déguisé en besoin. Le rapport de l'enquêteur a également révélé que mon père m'avait inscrit comme garant tacite d'un prêt commercial au moyen d'une cosignature fabriquée. Cela fait désormais partie de l'enquête criminelle. En quelques jours, la banque concernée a gelé le prêt et signalé la demande de contrôle pour fraude. La nouvelle se répandait. Mon téléphone s'est mis à sonner avec des numéros inconnus ou des membres de ma famille élargie à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Certains m'ont appelé pour me soutenir, disant qu'ils avaient toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas. D'autres m'ont appelé pour me culpabiliser, disant que je diffusais du linge sale et que je blessais le nom de ma famille. J'en ai ignoré la plupart. Je ne devais plus rien à personne. Ma loyauté avait été militarisée assez longtemps. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de récupérer ce qui m'appartenait et de s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais faire cela à moi ou à quelqu'un d'autre. À la fin du mois, j'avais rompu tous les liens financiers entre nous. Le compte conjoint que j'avais utilisé pour transférer des fonds était fermé. Les services publics partagés que j'avais payés en leur nom ont été déconnectés. Leurs noms ont été supprimés de chaque liste de contacts d'urgence, dossiers d'assurance et formulaires de récupération de comptes. J'ai même mis à jour mon testament, déclarant explicitement qu'en cas de mon décès, aucune partie de ma succession ne reviendrait à un parent de sang non spécifiquement nommé et aucun d'entre eux ne l'était. Ce fut un processus brutal, mais nécessaire. Je ne me contentais pas de les interrompre, j'effaçais complètement leur accès à moi. Il y a une sorte de chagrin lorsque l'on réalise que votre famille ne vous aime pas pour qui vous êtes,
seulement pour ce que vous pouvez donner. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas cinématographique, c'est calme, froid. Cela s'installe dans vos os comme l'hiver. Mais ce chagrin finit par disparaître, remplacé par quelque chose de plus fort, la clarté. Et une fois que vous avez cette clarté, vous arrêtez d'espérer des excuses. Vous arrêtez d'attendre le changement. Vous arrêtez de souhaiter qu'ils deviennent ceux dont vous aviez besoin. Vous avancez simplement, seul, oui, mais enfin libre. La lettre est arrivée un lundi matin, remise en main propre par un coursier privé qui n'a pas dit un mot en me remettant l'enveloppe et en partant. C'était épais, trop épais et imprimé sur le genre de papier texturé que les avocats utilisent lorsqu'ils veulent vous intimider sans dire un mot. L'adresse de retour ne provenait pas d'un avocat de la famille cette fois-ci, il provenait d'un cabinet de contentieux que j'ai reconnu, un grand cabinet, du genre qui gère les litiges d'entreprise, les batailles d'actifs et les désordres publics pour les personnes qui ont trop à perdre. Je m'assis à la table de ma cuisine et l'ouvris, sachant déjà ce que j'allais trouver à l'intérieur. Il s'agissait d'une contre-poursuite formelle. Mes parents et Kevin me poursuivaient en justice pour diffamation, souffrance émotionnelle intentionnelle et sabotage financier. Ils ont affirmé que ma fausse accusation leur avait causé un préjudice irréparable à leur réputation et une angoisse émotionnelle et que la plainte pénale que j'avais déposée était une attaque malveillante et préméditée contre la famille. J'ai lu le tout en silence, feuilletant page après page, jusqu'à ce que j'arrive à la partie où ils exigeaient des dommages-intérêts, 250 000 $. C'était leur prix. C'était ce qu'ils pensaient pouvoir obtenir de moi après tout ce qu'ils avaient fait. C'était tellement audacieux que j'ai dû rire. Mais derrière le rire, il y avait autre chose, une émotion que je ne m'attendais pas à ressentir à nouveau, la rage. Froid, propre et parfaitement concentré. J'ai envoyé une copie numérisée du procès à Megan, et quelques minutes plus tard, elle m'a rappelé, déjà en pleine recherche. Ils bluffent, dit-elle. Leurs affirmations sont faibles, les preuves sont des conneries, et s'ils pensent que cela va vous intimider et vous inciter à abandonner les accusations criminelles, ils sont plus bêtes que je ne le pensais. Mais ils jouent salement maintenant. Nous avons dépassé la politique familiale. C'est la guerre. Elle m'a conseillé de ne pas les contacter directement, de ne répondre à aucune communication et de me préparer à la possibilité qu'ils soient rendus publics. Elle avait raison. 2 jours plus tard, un article est apparu sur un blog local, un responsable marketing à succès accusé d'avoir trahi sa famille. C'était vague, provenait clairement d'un proche et était soigneusement écrit pour me présenter comme une femme centrée sur sa carrière et émotionnellement instable qui se tournait contre ceux-là même qui avaient tout sacrifié pour elle. La section des commentaires était un cirque. Des inconnus spéculaient sur ma santé mentale, certains se demandaient si j'avais une vendetta contre les hommes, d'autres pensaient que j'étais manipulé par mon avocate agressive. Mais je n'ai pas répondu. Je n'ai pas posté. Je ne me suis pas défendu. J'ai laissé le silence s'étendre, sachant que la vérité serait plus éloquente au tribunal que tout ce que je pourrais dire dans un fil de commentaires. Cette semaine-là, j'ai avancé avec tout ce que Megan et moi avions prévu. Nous avons déposé une requête pour rejeter leur contre-poursuite au motif d'un procès stratégique contre la participation publique, SLAP. Le Colorado avait mis en place des protections pour des cas comme celui-ci, conçus spécifiquement pour empêcher les gens de recourir à des poursuites judiciaires pour faire taire les victimes. Nous avons joint toute la documentation, les fausses signatures, les fraudes notariales, les tentatives d'ouverture d'une tutelle sans motif médical, les rumeurs diffamatoires répandues dans la communauté. Mais plus encore, nous avons inclus une liste de transactions financières qui prouvaient qu'ils vivaient de moi depuis des années. Chaque chèque, chaque virement, chaque paiement d'urgence, tout cela est envoyé de mes comptes vers le leur. Nous avons montré comment ils avaient abusé de l'argent, menti sur leurs besoins, puis essayé de me priver de mon autonomie une fois que j'avais cessé de coopérer. Megan a qualifié cela de l'une des chronologies d'abus financiers les plus claires qu'elle ait jamais vues. Le juge le verrait aussi. En attendant, je suis resté silencieux. J'ai passé plus de temps seul, à travailler tard au bureau, à faire de longues promenades le soir, à supprimer des applications de réseaux sociaux et à laisser le bruit s'estomper en arrière-plan. Mais le silence ne dura pas. Une nuit, vers 22 heures, quelqu'un a frappé à ma porte d'entrée, pas frappé, mais frappé, de manière répétée et agressive, résonnant dans toute la maison comme une menace. Je n'ai pas bougé au début. J'ai attendu, le cœur battant, tandis que les lumières animées s'allumaient à l'extérieur. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas et j'ai vu Kevin debout sur le porche, les poings serrés, le visage tendu de colère et de panique. Je n'ai pas ouvert la porte. Je n'ai même pas bronché.
J'ai simplement allumé le son de la caméra annulaire et j'ai dit, vous êtes en infraction. Ceci est en cours d'enregistrement. Partez maintenant. Il n'a pas parlé. Il resta là encore une bonne minute, puis se retourna et s'éloigna. Le lendemain matin, Megan a demandé une ordonnance d'interdiction temporaire, invoquant une intimidation directe. Le juge l'a accordée. Kevin a été servi dans les 48 heures. Puis vint le point de rupture. Mon père a été hospitalisé pour des douleurs à la poitrine. Ma mère m'a laissé un message vocal en pleurant, disant que c'était de ma faute, que le stress l'avait poussé à bout, que je le tuais avec cette chasse aux sorcières. Elle m'a supplié de venir à l'hôpital pour parler, pour arranger ça. J'ai écouté le message vocal 3 fois. C'était manipulateur, théâtral et profondément familier, la même tactique qu'ils utilisaient depuis des années, un chantage émotionnel déguisé en inquiétude parentale. Je n'y suis pas allé. Je n'ai pas appelé. Au lieu de cela, j'ai écrit une lettre, non pas à eux, mais à moi-même. Une liste de chaque moment au cours des 5 dernières années où j'avais ignoré mon instinct de protéger le leur chaque fois que j'épuisais mes économies, annulais des projets, acceptais une culpabilité qui n'était pas la mienne. Je l'ai terminé par une promesse, je ne sauverai pas les gens qui tentent de me détruire. Les semaines passèrent. Les dates d'audience approchaient. Les preuves s'accumulent. Leur contraction a échoué et a été rapidement rejetée par le juge sans hésitation. Mais l'affaire pénale était toujours pendante. Kevin et mes parents avaient changé d'avocat à 2 reprises, essayant de bloquer le processus, en espérant que je me retirerais. Je ne l'ai pas fait. Je me suis présenté à chaque déposition. J'ai fourni tous les documents demandés. J'ai parlé clairement, calmement et avec détermination. Les procureurs ont vu la vérité. Le juge a vu la vérité. Et finalement, je l'ai vu aussi, pas seulement au tribunal mais en moi-même. Je n'étais pas brisé, je n'avais pas froid, je n'étais pas cruel. J'avais des limites, j'avais de la clarté, j'avais de la force, et il détestait ça plus que tout. La dernière audience préalable au procès s'est terminée par une recommandation formelle de règlement, pas de médiation, pas de plaidoyer, mais un règlement, parce que leur avocat savait que si l'affaire allait jusqu'au procès, il perdrait lourdement. Megan m'a fait part de l'offre, ils abandonneraient toutes les réclamations, retireraient les documents de tutelle, présenteraient des excuses publiques et accepteraient de payer une partie de mes frais juridiques. En échange, j'accepterais de ne pas poursuivre d'autres dommages-intérêts civils. J'ai demandé du temps pour réfléchir. J'ai passé 3 jours assis avec elle, non pas parce que j'étais incertain, mais parce que je voulais être certain qu'accepter la paix ne serait pas comme un abandon. Le 4e jour, j'ai donné ma réponse, j'examinerai le règlement, mais seulement après qu'ils auront présenté leurs excuses publiquement, par écrit et sous serment. Pas de déclaration vague, pas de manipulation dans la presse, une véritable reconnaissance honnête de ce qu'ils ont fait. S'ils ne pouvaient pas me donner cela, nous irons au procès et je prendrai tout ce qui leur reste. Ils ont accepté, mais je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je ne l'ai pas fait pour m'excuser. Je l'ai fait pour le silence qui a suivi. Au moment où je me suis tenu seul chez moi, lisant leurs déclarations signées, sachant qu'ils ne me toucheraient plus jamais, ce fut la vraie victoire. Le calme, la fin, le début. Le matin après avoir reçu les excuses signées, je ne me suis pas précipité pour faire quoi que ce soit. Je n'ai pas vérifié mes emails ni parcouru les messages. Je n'ai pas relu les documents et ne les ai transmis à personne pour validation. Je me suis simplement assis sur mon porche arrière avec une tasse de café, regardant la lumière se déplacer à travers les arbres. Pour la première fois depuis des années, ma poitrine ne me semblait pas serrée. Ma mâchoire n'était pas serrée. Aucun poids ne pressait contre ma colonne vertébrale, aucune tension anxieuse ne bourdonnait sous ma peau. C'était juste calme, paisible, immobile. Je m'attendais à un grand sentiment de clôture une fois tout cela terminé, mais ce que j'ai obtenu à la place était quelque chose de plus simple, l'absence. L'absence de bruit, l'absence de culpabilité, l'absence de manipulation déguisée en amour. Et cette absence, j'ai réalisé, était la liberté. Les excuses n'étaient pas parfaites, bien sûr, il a été formulé légalement, façonné par des avocats et formulé pour protéger la réputation plus que pour exprimer des remords. Mais c'était public, c'était signé, c'était réel en noir sur blanc. Ils ont admis avoir menti sur ma santé mentale, avoir initié des démarches frauduleuses et tenté de manipuler mon autonomie financière et juridique à leur propre bénéfice. C'était une reconnaissance que je n'aurais jamais cru obtenir, et une fois que je l'ai eue, je n'avais plus envie de célébrer. Je n'avais pas envie de crier,
de pleurer ou de courir des tours de victoire à travers les ruines de ce qui était autrefois ma famille. Je voulais juste avancer. Les gens parlent de guérison comme si c'était un moment, une ligne d'arrivée, une scène spécifique où la musique enfle et la caméra tourne sur votre visage strié de larmes. Mais la guérison n'est pas comme ça. C'est calme. Cela se compose de petits choix, comme se promener sans vérifier son téléphone toutes les 5 minutes, ou préparer un dîner pour une personne sans se sentir seul. C'est choisir de redécorer votre maison, non pas parce que vous avez besoin d'oublier, mais parce qu'elle vous appartient maintenant d'une manière qui ne l'a jamais été auparavant. C'est se souvenir des bonnes choses sans avoir besoin de pardonner les mauvaises. J'ai arrêté d'essayer de démêler le passé. J'ai arrêté de me demander quels moments étaient réels et lesquels faisaient partie de leur longue arnaque. Cela n'avait plus d'importance. Le mal était fait, la vérité dévoilée et le chapitre clos. J'ai apporté des modifications. J'ai réécrit mon testament à nouveau, en ajoutant cette fois une clause qui désignait une partie de ma succession pour financer des services juridiques à d'autres personnes fuyant l'exploitation financière familiale. J'ai commencé à consulter bénévolement des femmes qui traversaient des combats similaires, des femmes intelligentes, généreuses et d'une patience infinie, tout comme moi, et qui payaient désormais le prix de croire que la famille était synonyme de sécurité. J'ai partagé mon histoire de manière anonyme via un réseau de soutien, et les réponses m'ont rappelé que je n'étais pas seul, que ce n'était pas rare, que partout dans le pays, les gens souffraient en silence sous le poids d'une fausse loyauté. Ma douleur, aussi personnelle soit-elle, est devenue quelque chose d'utile, et il y avait du pouvoir là-dedans. Quant à ma famille, je ne sais pas ce qu'elle fait maintenant. Je ne demande pas, je ne regarde pas, je n'ai pas besoin de savoir. Quelles que soient les conséquences avec lesquelles ils vivent, il leur appartient de les gérer. Je ne porte plus leur fardeau. Je ne me sens plus responsable de leurs choix. Les liens qui nous liaient autrefois aux financiers, émotionnels, psychologiques ont été rompus et il n'y a plus rien à leur place. Pas d'amertume, pas de vengeance, juste de la distance. Ils ne me manquent pas. Qui je pensais qu'ils étaient me manque, mais c'est différent. C'était une version d'eux qui n'a jamais vraiment existé, et abandonner cette illusion était le dernier morceau de ma liberté. Parfois, lorsque je me promène en ville ou que je fais la queue pour prendre un café, je me demande si les gens peuvent savoir s'ils me regardent et sentent que quelque chose de fondamental a changé, que je ne suis plus celui que j'étais. Et d'une certaine manière, je ne le suis pas. Je ne suis pas plus doux, je ne suis pas plus doux, je ne pardonne pas plus. Je suis plus vif, plus clair, plus calme. Je ne me penche plus. Je n'explique pas trop. Je ne me porte pas volontaire pour être celui qui tient tout ensemble. Je laisse les gens me montrer qui ils sont du premier coup, et je les crois. Je me fais plus confiance que jamais à leur approbation, et cette confiance, c'est la mienne. Personne ne peut le reprendre. Les gens disent toujours, mais ils sont votre famille, comme si c'était censé tout excuser, comme si le sang partagé devait garantir l'immunité contre les conséquences. Mais la famille n'est pas seulement une question d'ADN. Il s'agit de sécurité, de respect, de vérité, et quand ces choses disparaissent, ce qui reste n'est plus la famille. Ce sont juste les gens que vous aimiez et qui ont fait le choix de vous faire du mal. J'ai fait un choix aussi. Je me suis choisi et je continuerai de me choisir chaque jour sans m'excuser car je n'ai jamais été leur fille. J'étais leur plan B, leur police d'assurance, leur solution de secours. Mais je ne suis plus le plan de secours de personne. Je suis mon propre avenir et je suis enfin libre de le vivre.